J'ai empoisonné le vin de mon père ce soir-là, pas assez pour le tuer, juste pour qu'il sente la trahison couler dans ses veines comme un acide lent. Les convives ont applaudi quand il s'est effondré, pensant à une indigestion banale, mais moi, je voyais dans ses yeux injectés de sang le reflet de toutes les humiliations qu'il m'avait infligées. Et alors que l'ambulance hurlait dans la nuit parisienne, j'ai souri pour la première fois depuis des années, sachant que ce n'était que le début de sa chute. Le soleil se couchait sur les toits de Montmartre, peignant le ciel en un orange vif qui contrastait avec la lourdeur qui pesait sur mon estomac. C'était l'été 2018, et la famille se réunissait chez mon oncle Henri, dans son appartement haussmannien surplombant la Seine. Papa avait insisté pour cette réunion de crise, comme il l'appelait, avec ce ton martial qui ne tolérait aucune objection. À 42 ans, j'étais encore la petite Claire, celle qui avait fui la maison familiale à 18 ans pour Paris, pour échapper à ses jugements incessants. Mais les dettes familiales nous rattrapaient tous, l'entreprise de papa en faillite, les prêts impayés, et moi, la fille ingrate qui refusait de renflouer le navire familial avec mon salaire modeste de graphiste freelance. Je suis entré dans le salon, les bras chargés de bouteilles de Bordeaux que j'avais apportées en guise de paix-offrande. L'air était chargé d'odeurs de rôti et de tension. Papa trônait au bout de la table, son visage rougeau encadré par une cravate trop serrée, flanqué de maman qui triturait nerveusement son collier de perles. Mon frère aîné, Laurent, était là aussi, avec sa femme et leurs 2 enfants braillards, et bien sûr, tante Sophie, la commère de service, qui sirotait déjà son apéritif avec un sourire en coin. « Assieds-toi, Claire » a grogné papa sans lever les yeux de son verre. « On n'a pas toute la soirée. » Sa voix était comme un coup de fouet, habituel, mais ce soir-là, elle portait une pointe d'urgence qui m'a fait frissonner. J'ai obtempéré, sentant les regards se poser sur moi comme des poids. Laurent m'a lancé un clin d'œil complice et il savait ce qui m'attendait. Il avait toujours été le préféré, le fils prodige qui gérait les comptes de l'entreprise, même si c'était lui qui avait mal géré les investissements foireux en bourse. Le dîner a commencé par les banalités, les enfants qui chahutent, les compliments forcés sur le vin. Puis papa a tapé du poing sur la table, faisant teinter les couverts. « Écoutez-moi tous. L'entreprise coule. Les banques nous lâchent. On a besoin d'argent, et vite. » Silence. Maman a hoché la tête, les lèvres pincées. Tante Sophie a murmuré quelque chose sur la malchance familiale. Et moi? J'ai senti mon cœur se serrer. J'avais déjà donné ce que je pouvais, 5 000 € l'année dernière, arraché à mes économies pour payer les factures médicales de maman. Mais papa n'était pas du genre reconnaissant. Il s'est tourné vers Laurent d'abord. « Toi, fiston, tu vas renégocier les prêts. Et toi, Sophie, vends cette bicoque en Normandie, elle ne sert à rien. » Puis ses yeux se sont posés sur moi, et j'ai vu l'étincelle de mépris. Quant à Claire. Elle est là, à Paris, à gaspiller son temps avec ses dessins idiots. Elle pourrait au moins vendre son appartement pour nous sauver. J'ai étouffé un rire nerveux. Mon appartement était un studio minuscule à Belleville, payé à la sueur de mes nuits blanches et de mes contrats précaires. Papa, je ne peux pas. C'est tout ce que j'ai. Ma voix tremblait, mais je tenais bon. Les enfants se sont tus, sentant la tempête. Maman a posé une main sur mon bras, mais papa l'a balayée d'un geste. Tu ne peux pas? Tu es une charge financière, Claire. Une sangsue qui pompe l'air de la famille sans rien donner en retour. Si tu n'étais pas né, on n'aurait pas ces dettes. Les mots ont claqué comme un fouet, et le silence qui a suivi était assourdissant. Laurent a toussé, tante Sophie a détourné les yeux. Maman a murmuré un « allons, Jean », mais papa était lancé, son visage congestionné par la rage et le vin. Regardez-la. À son âge, pas d'homme, pas d'enfant, juste des caprices artistiques. Une charge, voilà ce que tu es. J'ai senti une chaleur monter en moi, pas de honte, mais de fureur pure, viscérale. Charge financière. Ces 3 mots se sont gravés dans mon esprit comme une lame. J'ai vu des flashs, les nuits où il me traitait de raté parce que je n'avais pas suivi ses traces à l'école de commerce, les anniversaires où il comparait mes notes à celles de Laurent, le jour où j'avais annoncé mon départ, et lui qui avait ri, « Bonne chance, petite princesse, le monde réel va te broyer. » Et maintenant, ça. Devant tout le monde. Ma famille, mon sang, me réduisait à un fardeau. J'ai souri, un sourire factice qui masquait la tempête intérieure. D'accord, papa. Je vais y réfléchir. Mais intérieurement, quelque chose s'était brisé.
Pas mon cœur, oh non, il était déjà scarifié. Non, c'était la chaîne qui me retenait encore à cette famille toxique. Ce soir-là, en rentrant chez moi, le métro brinque-ballant sous la pluie fine de Paris, j'ai juré, il paierait. Pas avec de l'argent, non. Avec de la douleur. La même qu'il m'avait infligée, multipliée par 10. Les jours suivants ont été un tourbillon de rage contenue. Je travaillais comme une damnée, mes doigts volant sur la tablette graphique pour boucler des logos pour des marques de luxe qui me payaient peanuts. Mais la nuit, dans mon studio exigu où l'odeur de peinture se mêlait à celle du kebab du voisin, je ruminais. Charge financière. Ces mots tournaient en boucle, alimentant un feu que je ne pouvais plus éteindre. J'ai commencé à fouiller, des forums sur la psychologie familiale, des livres sur la manipulation narcissique. Papa en était l'incarnation parfaite. Il avait ruiné maman avec ses promesses d'entreprise florissante, aliéné Laurent en le surchargeant de culpabilité, et moi? J'étais le bouc émissaire idéal, la fille qui osait rêver d'autre chose que d'être une extension de son ego. Une semaine plus tard, une nouvelle invitation, un dîner pour discuter des solutions. Chez nous, à Versailles, dans la maison familiale que les dettes menaçaient de saisir. J'ai accepté, le cœur battant. Cette fois, j'avais un plan. Pas encore clair, mais les germes étaient là. En fouillant dans les affaires de maman lors d'une visite surprise, j'avais trouvé les anciens dossiers médicaux de papa, un ulcère chronique, sensible aux acides. Et dans ma trousse de premier secours ou héritage de ma grand-mère pharmacienne ou une fiole de quelque chose de banal, mais puissant si dosé juste, de l'acide citrique concentré, inodore, mélangé à du vin, ça passerait pour une intoxication alimentaire. Pas mortel, juste. Humiliant. Suffisant pour le faire ramper. Le dîner était tendu. Laurent avait ramené des chiffres, l'entreprise pouvait être sauvée avec un prêt familial consolidé. Papa hochait la tête, mais ses yeux glissaient vers moi. Et toi, Claire? Tu as réfléchi? J'ai versé le vin, mes mains ne tremblaient pas. Oui, papa. J'ai une solution. J'ai glissé la fiole dans la poche de mon tablier de service. J'avais insisté pour aider en cuisine, prétexte parfait. Maman chantonnait nerveusement en remuant la sauce. J'ai ajouté la dose, 3 gouttes dans sa coupe personnelle, qu'il vidait toujours en premier. Quand il a porté le verre à ses lèvres, j'ai retenu mon souffle. Le repas s'est déroulé normalement au début, rire forcé, toast à la unité familiale. Puis, au dessert, papa a pâli. Qu'est-ce que? Mon estomac. Il s'est plié en deux, suant, gémissant. Laurent a appelé les urgences, paniqué. Tante Sophie a crié que c'était un signe divin. Maman pleurait. Et moi? J'étais calme, effaçant les traces, feignant l'inquiétude. Papa, respire. C'est peut-être le vin. À l'hôpital, le diagnostic, intoxication légère, probablement une allergie alimentaire. Papa est rentré le lendemain, faible, humilié. Il m'a regardé avec suspicion, mais n'a rien dit. Pas encore. Mais je savais, la graine était plantée. La revanche ne s'arrêtait pas là. J'allais le déshabiller, couche par couche, révéler au monde l'homme qu'il était vraiment. Commençait la guerre silencieuse. Les semaines qui ont suivi l'incident du vin ont été un balai délicat de faux-semblants. Papa marchait sur des œufs, son ulcère le rendant irritable et distant, mais il n'osait pas m'accuser ouvertement. C'était un accident, marmonnait la maman, qui hochait la tête avec gratitude pour ma présence rassurante ce soir-là. Laurent, lui, m'avait serré l'épaule en sortant de l'hôpital, t'es une dure à cuire, frangine. Il ignorait tout, bien sûr. Mais son admiration involontaire alimentait mon feu intérieur. J'étais la dure à cuire, oui, celle qui avait appris à survivre à un monstre domestique. De retour à Paris, j'ai plongé dans la phase 2, la documentation. Pas de vengeance aveugle, non, la mienne serait chirurgicale, logique, impitoyable. J'ai ouvert un carnet, un vrai, en cuir noir, comme ceux des détectives des polars français que j'adorais enfant. Première entrée, les secrets de papa. Je me rappelais les murmures de maman sur ses aventures au bureau, ces nuits où il rentrait imprégné d'un parfum trop sucré. Et l'entreprise. J'avais surpris une conversation avec Laurent, des fonds détournés pour payer des dettes de jeu. Papa, le pilier moral, jouait au poker clandestin dans les sous-sols de Pigalle. J'ai commencé par hacker, pas littéralement, je ne suis pas une pro de l'informatique, mais avec un peu de ruse. Un soir, chez eux, j'ai emprunté son ordinateur portable sous prétexte d'aider avec un tableau Excel pour les finances.
Mot de passe, l'anniversaire de Laurent, prévisible comme lui. Dans les dossiers cachés, bingo, relevés bancaires montrant des retraits massifs vers des comptes offshore. Et des emails, oh mon Dieu, des emails à une certaine Isabelle L., sa secrétaire de longue date, remplis de déclarations enflammées dignes d'un roman sentimental raté. Mon amour, tapossant le chèvrefeuille des collines de Luberon. Pathétique. J'ai copié tout ça sur une clé USB, le cœur battant comme un tambour de carnaval. Pas pour le détruire tout de suite, non, pour le distiller, goutte à goutte. Première cible, maman. Elle méritait la vérité, même si ça la briserait. Je l'ai invitée à Paris un après-midi pluvieux, dans un café cosy du Marais, avec vue sur les étals de livres d'occasion. Elle est arrivée, élégante dans son trench beige, mais les cernes sous ses yeux trahissaient les nuits blanches. « Claire, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé en s'asseyant, commandant un thé à la bergamote par habitude. J'ai hésité une seconde, juste une, puis j'ai sorti la tablette. « Maman, lis ça. S'il te plaît. » Les emails défilaient sous ses yeux, son visage passant du choc à la pâleur. Une larme a coulé, silencieuse. « Depuis quand ?» a-t-elle murmuré. « Des années. Depuis que j'étais ado, je crois. » Elle n'a pas crié, pas hurlé. Maman n'était pas comme ça. Au lieu de ça, elle a fermé les yeux, respirant profondément, comme si elle digérait un poison lent. Pourquoi me le dire maintenant? J'ai pris sa main, froide. Parce qu'il m'a appelé une charge financière. Parce qu'il nous détruit toutes les deux. Et parce que je l'aime encore assez pour vouloir qu'on s'en sorte. Mensonge, en partie, l'amour était mort, remplacé par une soif de justice. Mais ça a marché. Elle a hoché la tête, les lèvres tremblantes. On va lui parler. Ensemble. Mais je n'attendais pas ça. La phase 3, l'exposition publique. Papa se targuait d'être un notable de Versailles, un membre du Rotary, sponsor de la fête locale. J'ai visé là. Anonymement, via un compte jetable sur les forums locaux, j'ai leaké des extraits édulcorés, un entrepreneur respecté détourne des fonds familiaux pour des vices personnels. Pas de nom, mais assez pour que les ragots fusent. Bientôt, les appels ont commencé, des amis qui posaient des questions voilées, des fournisseurs qui hésitaient sur les paiements. Papa a pété un câble lors du dîner familial suivant. Qui a fait ça? Qui? Il arpentait le salon, verre en main, les veines saillantes. Laurent essayait de le calmer, « Papa, c'est peut-être une coïncidence. » Mais moi, je sirotais mon eau pétillante, impassible. Maman, pour la première fois, a parlé d'une voix ferme, « Jean, asseyons-nous. Il faut qu'on discute de tout. » Et là, elle a sorti les emails imprimés, posés sur la table comme une sentence. Son visage odieux, ce visage. D'abord l'incrédulité, puis la rage. « C'est toi. Toi, Claire? Tu as fouillé dans mes affaires? » J'ai nié, sereine. « Non, papa. C'est la vérité qui te rattrape. » Il s'est tourné vers maman, « Et toi, tu y crois? Après 30 ans? » Elle a pleuré, mais tenu bon. « Oui, Jean. Et pour les dettes de jeu aussi. » Boum. Laurent s'est figé, trahi. Les enfants, envoyés au lit plus tôt, étaient épargnés, mais l'air crépitait de fin du monde. Cette nuit-là, papa a fait une scène homérique, cris, verre brisé, menace de divorce. Mais le lendemain, il a rampé. Des excuses larmoyantes à maman, une promesse de thérapie. À moi? Un regard en coin, haineux. Tu paieras ça, petite. J'ai souri intérieurement. Oh, oui, je paierai en le regardant s'effondrer complètement. La revanche s'intensifiait. J'ai contacté un avocat freelance ou une copine de fac, spécialisée en droit familial. Gratuit, en échange d'un design pour son site. On a monté un dossier, pour que maman demande la séparation de biens, protégeant sa part de la maison. Papa l'a su par un huissier, papier signé, compte gelé partiellement. Son empire, ce qu'il en restait, vacillait. Mais le clou, c'était personnel. J'ai organisé une réconciliation, un week-end en Provence, chez des amis de maman. Papa a accepté, usé. Là, sous le soleil implacable des oliviers, j'ai lâché la bombe finale, une lettre ouverte, envoyée à la presse locale, signée anonymement mais détaillant ses magouilles. Le journal est sorti le lundi, le scandale de Versailles, un père de famille ruiné par ses vices.
Pas de nom complet, mais assez pour que le Rotary le rait, que les voisins murmurent. Il m'a confronté dans le jardin, les poings serrés. C'était toi. Toute cette merde, c'était toi. J'ai levé les yeux vers lui, calme. Charge financière, hein? Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être une charge pour les autres. Il a levé la main à l'instinct paternel toxique mais maman est intervenue, assez, Jean. C'est fini. Il s'est effondré sur une chaise, brisé, pleurant comme un enfant. Je suis parti ce soir-là, le cœur léger pour la première fois. La vengeance n'effaçait pas les cicatrices, mais elle les honorait. Papa n'était plus un géant, juste un homme, petit, pathétique. Et moi? J'étais libre. Non, pas libre. Pas encore. La liberté, dans une famille comme la nôtre, était un mirage qui s'évaporait au lever du soleil. Quelques mois après le scandale provençal, papa avait rebondi du moins en surface. Il avait vendu des actifs, négocié avec les créanciers, et se targuait maintenant d'un nouveau départ en consultant freelance pour des PME en difficulté. J'ai appris de mes erreurs, déclarait-il lors des dîners sporadiques, avec ce sourire forcé qui ne trompait personne. Maman, séparée mais pas divorcée, vivait dans un appartement modeste à Saint-Germain-en-Laye, peignant des aquarelles pour tromper l'ennui. Laurent, lui, avait pris les rênes de l'entreprise ressuscitée, mais avec une amertume nouvelle envers papa. Moi, j'avais prospéré, paradoxalement. Le drama familial m'avait inspiré, une série d'illustrations sombres sur la toxicité des liens du sang, vendue à une galerie du 11e arrondissement. La fille chargée s'appelait l'expo, un clin d'œil acide à ces mots. Les critiques parlaient de catharsis brute, ancrée dans le réel français bourgeois. J'en riais seul dans mon studio agrandi, j'avais enfin pu louer un 2 pièces avec vue sur la butte. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Papa m'appelait parfois, tard le soir, sa voix pâteuse d'alcool ou de regret. Claire, on peut t'enterrer la hache de guerre? Pour ta mère. Je répondais poliment, mais intérieurement, je planifiais la phase 4, l'isolement social. Il avait encore des alliés d'anciens collègues, des golfeurs du club de Versailles. J'ai infiltré leur monde via LinkedIn, créant un profil fictif, consultante en éthique d'entreprise, ex-collègue de Jean Moreau. Des postes subtils, attention aux consultants qui promettent la lune mais livrent des dettes. Des témoignages anonymes relayés dans des groupes privés. Bientôt, les invitations se tarirent. Un appel de son meilleur ami, Jean, c'est quoi ces rumeurs? Il a craqué lors d'une visite surprise à Paris. Il s'est pointé à ma porte, décoiffé, cravate de travers, une bouteille de champagne bon marché à la main. Félicitations pour ton expo. Je suis fier. Mensonge flagrant, ses yeux fuyaient les miens. J'ai laissé entrer, curieuse. On s'est assis dans mon salon improvisé, entouré de toiles inachevées. Il a déballé son sac, excuses recyclées, promesses de remboursement, même une thérapie de couple avortée avec maman. Je sais que j'ai merdé. Mais tu es ma fille. Ma charge. Non, mon trésor. J'ai ri un rire froid, qui l'a fait tressaillir. Trésor? Tu m'as volé mon enfance pour financer tes illusions, papa. Et maintenant, tu veux que j'oublie? Il a baissé la tête, murmurant des « je sais ». Puis, dans un élan de vulnérabilité feinte, il a sorti une enveloppe, des documents pour me léguer sa part restante de la maison familiale. Pour réparer. Tentation. Mais non. J'ai refusé. Garde-la. Elle te rappellera ce que tu as perdu. Il est parti, vaincu, mais j'ai vu la graine de haine germer à nouveau. La phase 5, l'attaque financière. Avec l'aide de mon avocate copine, on a creusé plus profond. Les comptes offshore? Liés à une fraude fiscale mineure. Pas assez pour la prison, mais suffisant pour une dénonciation anonyme aux impôts. Les lettres sont arrivées, audit, amende. Papa a vendu sa Mercedes, puis sa montre de poche héritée. Laurent m'a appelé, furieux, c'est toi, hein? Tu vas détruire la famille pour de bon. J'ai répondu calmement, non, Laurent. C'est lui qui l'a déjà fait. Je ne fais que rééquilibrer. La tempête a éclaté lors des fêtes de fin d'année. Réunion familiale forcée chez maman, avec un sapin chétif et des lumières clignotantes. Papa est arrivé en taxi, pâle, amaigri. Les cadeaux étaient maigres, un foulard pour moi, un livre de comptabilité pour Laurent. Au toast, il a levé son verre d'eau au plus de vin depuis l'incident.
À la famille. Malgré tout. Silence pesant. Puis, tante Sophie, toujours la commère, a lâché, Jean, les gens parlent. Ton Rotary. C'est fini, non? Il a explosé. Fini? Grâce à qui? À cette. Cette vipère. Son doigt pointé vers moi, tremblant. Maman s'est interposée, assez. Mais Laurent a pris mon parti pour la première fois, papa, c'est toi qui as tout gâché. Laisse Claire tranquille. Les enfants pleuraient, l'air Noël puait la bile. Papa s'est levé, renversant sa chaise. Vous êtes tous contre moi. Des ingrats. Et il est parti dans la nuit froide, claquant la porte. Je l'ai suivi des yeux, un frisson de triomphe me traversant. Mais au fond, une fissure, était-ce de la justice, ou juste de la cruauté? La nuit, seul avec un verre de vin le mien, pur Roger pleurait. Pas pour lui. Pour l'enfant en moi qui avait cru en impérément. La phase finale s'annonçait. Pas une fin explosive, mais un effondrement lent, comme un château de cartes sous la pluie normande. J'ai décidé de le confronter une dernière fois, dans un lieu symbolique, le café où il m'avait emmené enfant, place de la Concorde, avec vue sur l'obélisque. Été suivant, 2019. Il était là, vieilli de 10 ans, commandant un café noir. Claire. Tu as gagné. Sa voix était un murmure brisé. J'ai commandé un croissant, croquante symbolique. Gagné? Ce n'est pas un jeu, papa. C'est la vie que tu m'as volée. Il a hoché la tête, les yeux humides. Je vends tout. Je pars en Bretagne, recommencer. Silence. Puis, pardonne-moi. Pas de larmes de ma part. Juste, pas encore. Peut-être un jour. Je suis parti, le soleil haut sur Paris. La vengeance était complète, mais le vide persistait. Charge financière? Non, j'étais l'architecte de sa chute. Et la mienne, vers la lumière. Le vide, ce compagnon insidieux, s'est installé comme un brouillard automnal sur la scène. Après la confrontation place de la Concorde, papa a tenu parole, vente aux enchères de la maison de Versailles, un adieu larmoyant avec maman qui a gardé quelques meubles chargés de souvenirs, la commode Louis XV où j'avais gravé mon nom enfant, le vase où il cassait ses colères. Lui, parti en Bretagne, dans un cottage battu par les vents de Quiberon, loin des lumières de Paris et de ses illusions de grandeur. Des cartes postales sporadiques, le crabe est bon ici. Pense à moi. Je les jetais sans lire, mais Laurent les collectionnait, espérant une rédemption familiale. Moi, j'avançais. L'expo La fille chargée avait cartonné, une agence m'avait engagé pour une campagne sur la résilience féminine, inspirée de mon histoire anonymisée, bien sûr. Des nuits blanches à storyboarder, des pubs où des femmes brisaient des chaînes invisibles, sous des lumières crues de studios parisiens. Financièrement, c'était stable, loyer payé, même un voyage à Lisbonne pour souffler. Mais psychologiquement? Les cauchemars revenaient, papa pointant son doigt, charge financière, et moi, minuscule, avalant les mots comme du verre pilé. Thérapie. Maman insistait, va voir quelqu'un, ma chérie. La vengeance ronge l'âme. Elle avait raison, j'avais commencé chez une psy du 5e, une femme aux lunettes rondes et à l'accent marseillais qui disséquait mes traumas comme un chirurgien. Vous avez inversé les rôles, Claire. De victime à bourreau. Est-ce libérateur? Je haussais les épaules, ça l'était. Maintenant, c'est vide. Séance après séance, on déterrait l'abandon paternel quand il préférait ses réunions aux matchs de foot, la comparaison constante avec Laurent, le Golden Boy, et ce mot, ce poison verbal qui avait cristallisé 20 ans de négligence. Pourtant, la tentation rôdait. Des nouvelles de Bretagne, papa avait trouvé du travail comme pêcheur ironique, lui qui détestait l'odeur du poisson. Mais les ragots persistaient, un appel de tante Sophie, il boit, Claire. Et il parle de suicide dans ses lettres. Culpabilité? Un pincement, oui. Mais je l'ai tout fait. La phase 6 n'était pas une destruction totale, c'était une reconstruction, la mienne, et peut-être la sienne, forcée. J'ai décidé d'un voyage. Pas pour le confronter, mais pour observer. Train de nuit pour Quiberon, arrivé sous une pluie fine qui fouettait les vitres comme des regrets. Le village était un tableau de Bretagne pure, maison basse aux volets bleus, odeur d'iode et de galettes.
J'ai trouvé son cottage via une recherche discrète adresse glanée d'une carte postale. Il était là, sur le quai, tirant des filets, silhouette voûtée sous un ciré jaune. Je l'ai regardé de loin, à travers les dunes, invisible. Il travaillait mécaniquement, mais ses gestes étaient lents, hantés. Un homme m'a abordé, un voisin, bourru. Vous cherchez Moreau? Pauvre type. Venu d'Anville, ruiné par ses dettes. Sa fille l'a saigné à blanc, paraît. J'ai ri jaune, sa fille? Elle avait ses raisons. Il a haussé les épaules, ici, on pardonne pas facile. Mais il essaie. Pêche, pris à l'église du coin. Ce soir-là, j'ai frappé à sa porte. Il a ouvert, stupéfait, cheveux gris en bataille, odeur de tabac froid. Claire? Qu'est-ce que? J'ai levé la main, pas d'explication. Juste. Voir. On s'est assis à sa table en formica, thé fumant dans des tasses ébréchées. Il a parlé d'abord, la solitude, les nuits où les vagues lui rappelaient ses échecs, la lettre qu'il écrivait à maman, non envoyée, et moi. J'étais un mauvais père. Pire, un lâche. Des actions m'ont forcé à regarder en face. Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le monstre, vulnérable, brisé par ses propres démons. Pourquoi, papa? Pourquoi m'avoir haï autant? Il a pleuré, épaules secouées. Pas haï. Jalousé. Tu étais libre, toi. Moi, enchaîné à l'image du succès. Et quand l'entreprise a coulé, je t'ai visé parce que tu représentais ce que je n'avais pas, le courage. Aveu. Pas absolution, mais un début. On a marché sur la plage, pieds nus dans le sable froid, vague léchant nos chevilles. Je ne te pardonne pas encore, ai-je dit. Mais je comprends. Il a hoché la tête, c'est plus que ce que je mérite. Le soleil se couchait, rouge sang sur l'Atlantique, et pour un instant, la famille fantôme s'est reformée au pas intact, mais possible. De retour à Paris, le vide s'est comblé d'un filet d'espoir. J'ai appelé Laurent, viens dîner. On parle de Noël en Bretagne. Maman a souri au téléphone, ma fille grandit. Et papa? Des cartes postales régulières, sans chantage. La vengeance avait été mon scalpel, la guérison, mon horizon. Mais la vie, cruelle logicienne, réservait encore des tours. Un appel un matin d'hiver, Claire, c'est Laurent. Papa. Il est à l'hôpital. Cancer. Cancer. Le mot a claqué comme un coup près, effaçant d'un coup les dunes de Quiberon et nos pas hésitants dans le sable. Stade 3, inopérable, m'a dit le médecin au téléphone, un breton bourru avec l'accent qui roule les R. Il demande à vous voir. Tous. J'ai raccroché, le combiné glissant de ma main moite, et j'ai fixé le mur de mon atelier, où une toile inachevée représentait une silhouette fuyant une ombre paternelle. Ironie, la vraie ombre me rattrapait. Le train pour Quiberon, cette fois en pleine tempête hivernale, m'a semblé interminable. Vent hurlant, vagues monstrueuses heurtant les falaises comme si la mer elle-même pleurait les péchés non expiés. Laurent était déjà là, avec sa femme et les enfants, transformant le cottage en camp de base improvisé. Maman arrivait le lendemain, son vol retardé par la neige. Papa, en chambre à l'hôpital local, relié à des tubes et des moniteurs qui bipaient comme des reproches. Je suis entré dans la chambre, l'odeur d'antiseptique me prenant à la gorge. Il était frêle sous les draps blancs, joues creusées, mais ses yeux accusateurs d'autrefois brillaient d'une clarté nouvelle. Claire. Sa voix, un râle. J'ai approché une chaise, prenant sa main ridée froide, mais pas hostile. Papa. On a parlé par bribes, entre deux quintes de tout. Pas d'excuses recyclées, non, des vérités nues. Le doc dit que j'ai 6 mois. Peut-être moins. Pause. J'ai gâché ta vie. Et la mienne. J'ai serré sa main, pas gâchée. Déformée. Mais je répare. Il arrive faiblement, ma vengeresse. Tu sais, en Bretagne, j'ai lu tes articles sur l'expo. La fille chargée. C'est beau. Dur, mais beau. Laurent est entré, les yeux rougis, portant un thermos de soupe de poisson. On s'est relayé, histoire d'enfance, rire forcé sur les bêtises de papa comme la fois où il avait tenté de réparer la voiture et fini couvert de cambouis. Les enfants dessinaient à son chevet, des bateaux et des familles heureuses. Maman est arrivée le soir, embrassant son front, Jean, on est là.
Pas de pardon théâtral, mais une trêve. Les jours suivants ont été un kaléidoscope de routine hospitalière, chimiothérapie qui le rendait verdâtre, promenade en fauteuil roulant le long de la plage déserte, où le vent salé masquait les larmes. J'ai annulé des contrats à Paris, dormant sur un lit pliant près de son lit. Nuit hantée par des confessions, ses dettes de jeûner d'un vide post-guerre grand-père mort à Dienne bien fut, living in with a legacy of silence. J'ai voulu être fort pour vous, mais j'ai cassé tout. Un soir, sous une lune pleine qui argentait la mer, il m'a appelé à son chevet. Claire, promets-moi. Ne laisse pas la rancune te définir. Sois libre. J'ai hoché la tête, gorge nouée. Je le suis, papa. Grâce à toi ou et malgré toi. Il a souri, faiblement, et s'est endormi. Le lendemain, une rechute, fièvre, délire où il marmonnait le charge. Pardon. La famille s'est serrée, Laurent gérait les papiers, maman lisait Baudelaire à voix haute ses poèmes préférés, ironie douce. Tante Sophie est venue, apportant des crêpes, et même des cousins éloignés, sentant l'odeur de la faim. Moi? J'ai peint, là-bas, sur une toile volée à l'hôtel, papa et moi sur la plage, silhouette entrelacée contre les vagues. Pas vengeance, mais réconciliation. Il est parti une nuit de mars, paisiblement, le bip s'arrêtant comme un point final. On l'a enterré au cimetière du village, sous un ciel clair de printemps naissant. Olivier en fleurs, non ici, déjeuner jaune. Éloge funèbre par Laurent, un homme imparfait, mais nôtre. Maman a pleuré, j'ai tenu sa main. Plus tard, seul sur la plage, j'ai jeté une poignée de sable dans les vagues, adieu, charge. Bonjour, paix. De retour à Paris, le vide s'était mué en espace. J'ai fini la toile, l'exposant dans une galerie plus grande, libérée. Vente, critiques élogieuses. Laurent et moi, plus proches, gérant l'héritage au pas d'argent, mais des leçons. Maman a déménagé près de moi, peignant avec moi. La vengeance? Un chapitre clos, logique dans sa cruauté, cathartique dans sa fin. Mais la vie, ce drama incessant, n'en avait pas fini. Un an plus tard, une lettre, de la Isabelle L., la secrétaire amante. Votre père m'a laissé ça. Pour vous. Une boîte, photo jaunie, ma toute petite, et une lettre, Claire, tu étais ma lumière. Pardonne le vieil idiot. Larmes, enfin. Pas de fin heureuse hollywoodienne, mais une française, amère, vraie, lumineuse. La boîte d'Isabelle elle a ouvert une brèche que je n'attendais pas, non pas dans la cicatrice de la vengeance, mais dans les strates enfouies de l'amour filial, ce truc tordu qu'on appelle filiation. Les photos, moi à 5 ans, sur ses épaules lors d'une foire à Versailles, riant aux éclats, une autre, ado, lui tendant un bouquet pour son anniversaire, son sourire fier masquant déjà les fissures. La lettre, manuscrite, tremblante, j'ai été un lâche, Claire. Mais tu étais mon monde. Utilise ça pour créer, pas détruire. Juin, un chèque modeste, fruit de ses économies bretonnes et un pendentif, celui de grand-mère, symbole d'une lignée que j'avais fui. J'ai rangé la boîte dans mon atelier, mais elle infusait tout, mes toiles devinrent plus nuancées, mêlant ombre et lumière, drames familiaux transmutés en art universel. Isabelle, curieuse, m'avait invité à déjeuner où une femme d'une 50aine d'années, élégante dans son tailleur gris, avec des yeux qui portaient encore l'écho de papa. Café du Louvre, sous les arcades, avec vue sur la pyramide scintillante. Il parlait de vous sans cesse, vers la fin. Ma Claire, l'artiste. J'ai souri, amère, et pendant ce temps, il me traitait de charge. Elle a hoché la tête, les hommes comme lui. Ils aiment mal, mais profondément. Ce déjeuner a dénoué un nœud, pas pardon total, mais compréhension. Isabelle n'était pas la sorcière des emails, juste une femme piégée dans son orbite, comme nous. On s'est revus, sporadiquement au déjeuner parisien, échange sur la Bretagne. Elle m'a raconté ses voyages avec lui, ses escapades volées au Luberon où il rêvait d'une vie simple, loin des dettes. Il voulait divorcer, vous savez. Pour vous libérer toutes. Menteur jusqu'au bout, ou sauveur tardif? Peu importe, ça humanisait le monstre. La vie a repris son cours, ce rythme parisien effréné, métro bondé, deadline graphique, vernissage où l'on sirote du champagne tiède en disséquant l'âme humaine. Maman s'est épanouie, cours de peinture aux Beaux-Arts du soir, un petit ami à un veuf professeur de littérature, doux comme un roman de Giono. Laurent, père divorcé maintenant sa femme lassée des ombres familiales où se battait pour la garde,
me consultant pour des illustrations de livres pour enfants, thématisant la résilience. Mais le drama, fidèle à son genre, ressurgit sous une forme inattendue, une biographie non autorisée. Un journaliste freelance, flairant le scandale, avait compilé les leaks, les ragots, mes expos tout en un récit sensationnel, La vengeance de la fille Moreau, tragédie bourgeoise. Envoyé par mail, extrait à l'appui, Claire Moreau, l'artiste qui a ruiné son père pour venger une insulte. Panique. Menace de procès, mais mon avocate copinerie, liberté d'expression, ma belle. Contre-attaque avec ton article. J'ai accepté l'interview, pas pour nier, mais pour réécrire. Café de Flore, sous les portraits de Sartre, face à un scribouillard aux lunettes épaisses. Madame Moreau, votre père était un tyran? J'ai siroté mon expresso, mesurant mes mots, un homme brisé qui brisait les autres. Ma vengeance? Une catharsis. Nécessaire, douloureuse, mais juste. Titre choc, la fille qui a tué son père avec de l'encre. Vente boostée, on m'invitait à des talks sur le trauma familial, de TEDx Paris à des podcasts sur France Culture. La célébrité relative a guéri des plaies, invitation à des résidences d'artistes en Normandie, où j'ai peint des séries sur le pardon aux vagues bretonnes engloutissant des silhouettes accusatrices. Là, sous les falaises d'Étretat, j'ai croisé maman et son professeur, pique-nique au soleil, rire sur Proust. Tu es guérie, Claire, a demandé maman. Presque. Le pardon, c'est un processus. Laurent, en crise, s'est confié un soir, j'étais jaloux de toi, tu sais. Toi, la rebelle. Moi, le fils modèle, enchaîné. On a pleuré ensemble, frères et sœurs enfin égaux. Les enfants, maintenant ados, m'appelaient Tata l'artiste, ignorant les abysses mais sentant la force. 2 ans après la mort de papa, un pèlerinage, Bretagne, son cottage loué à des vacanciers. On y est allé en famille recomposée en maman, son homme, Laurent, les gosses, même Isabelle comme invitée surprise. Marée haute, barbecue sur la plage, histoire autour du feu, pas d'omission, mais sans fiel. À papa a toasté Laurent, qui nous a appris la dureté et la tendresse. Ce soir-là, sous les étoiles atlantiques, j'ai brûlé la lettre, cendre au vent. Charge financière? Non. Héritage vivant. La vengeance avait été mon feu purificateur, la paix, mon chef-d'œuvre final. Épilogue sous les étoiles de Quiberon, le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur nos visages burinés par le sel et le temps. Les enfants n'ont plus bébé braillard, mes ados curieux posaient des questions, Tata Claire, c'était comment, Paris dans les années 2010? Je racontais, édulcoré, les nuits folles au canal Saint-Martin, les expos ratés avant le succès, omettant les abysses de rage qui m'avaient propulsé. Isabelle, assise en tailleur, un verre de cidre à la main, ajoutait, ton père adorait tes dessins d'enfance. Il les gardait dans son bureau. Maman, enlacée par son professeur Henri, un nom si banal pour un homme aux yeux pétillants, hochait la tête, il était compliqué, notre Jean. Mais il vous aimait, à sa façon tordue. Laurent, père solo maintenant, avec une nouvelle compagne en vue ou une avocate, ironie, levait son verre, à la famille. Dysfonctionnel, mais nôtre. Rire, véritable cette fois, mêlé au ressac des vagues. Le lendemain, levé tôt, randonnée le long des falaises, vent frais chassant les ombres résiduelles. J'ai marché seul un moment, pied dans l'herbe salée, pensant à la trajectoire de cette table familiale à Versailles, où aux charges financières avaient allumé la mèche, à cette liberté conquise pas à pas. La vengeance n'avait pas été un poison gratuit, elle avait été le catalyseur d'une alchimie intérieure, transformant la boue en or ou du moins en art vendable. De retour à Paris, l'atelier bourdonnais, commande pour un film sur la résilience post-trauma, scénario inspiré de mon histoire anonyme, mais fidèle. J'ai intégré le pendentif de grand-mère dans un collier pour le personnage principal, symbole de chaîne brisée. Vernissage en vue, héritage, série sur les legs invisibles. Critique, Moreau excelle dans le drama psychologique, où la revanche cède à la rédemption. Vie personnelle? Un flirt avec un galeriste, doux mais sans urgence après le feu, les braises suffisent. Maman et Henri, fiancés modestement, Laurent, stabilisé, me confiant la marraine de son futur bébé. Isabelle, devenue une tante posthume, envoyant des photos de Luberon, pour ton inspiration. Une nuit d'insomnie, je relis la lettre de papa, utilise ça pour créer, pas détruire. Il avait eu raison. Mes toiles, mes pubs, mes talks tout naissaient de cette douleur excavée. Charge?
Non, force propulsive. Fin, ou pas. La vie, ce roman français inachevé, continue, avec ses drames, ses revanches muettes, ses pardons tardifs. Et moi, Claire Moreau, j'avance, lumière pleine, ombre domptée.